As-tu toi aussi toujours rêvé de conduire une grosse brique? Assez grosse pour amener la classe de ton enfant au complet dans un field trip au Mont Mégantic? T'as déjà regardé un Lego puis tu t'es dit avec des roues ça ferait vraiment une belle voiture. Le tank parfait pour la mère de famille des années 90, le Nokia 3310 de l'industrie automobile. Aujourd'hui on regarde dans notre rétroviseur pour en savoir un peu plus sur notre suédoise préférée, la Volvo 240. C'est en 1920 que le directeur des ventes du groupe SKF ou Svenska Kilagärfabriken, Assar Gabrielsson, commence à s'intéresser à l'industrie automobile. En effet, le producteur et détenteur du brevet des roulements à billes à rotule cherche à élargir sa gamme de produits. Prend donc contact avec le designer Gustaf Larsen dans le but de concevoir leur tout premier véhicule. C'est 5 ans plus tard et une dizaine de modèles après que le groupe SKF se sent prêt à lancer leur voiture. Et 1 an plus tard, en fait, le groupe décide de déléguer ça à une de leurs filiales principales, c'est-à-dire Volvo. La compagnie qui était à l'époque un fournisseur de roulements à billes était parfaite pour la tâche, sachant que Volvo veut signifier aussi « je roule » en latin. C'est donc en 1927 que la marque dévoile son tout premier véhicule, soit la Jacob ou OV4. Dans ces 2 années de production, ils en ont vendu 694 exemplaires et les modèles se sont succédés par la suite. Quelques péripéties plus tard, Volvo finit par s'illustrer comme étant une marque novatrice dans le domaine de l'automobile et nous verrons quelques années plus tard s'illustre comme étant un des pionniers de la sécurité automobile. Volvo lance la série 100 en 1966 et elle s'écoule jusqu'à 1974. La série 100 a tellement été un grand succès en fait que la Corée du Nord avait demandé des milliers de berlines au constructeur. Mais malheureusement, la Corée du Nord, comme elle l'est, n'a jamais payé le constructeur automobile et c'est l'agence de crédit Swedish Export qui s'est occupée de protéger l'entreprise. Il réclame d'ailleurs encore fréquemment la somme aux Nord-Coréens, symboliquement. Les 3 générations du modèle ont eu un excellent succès et ce qui a fait en sorte que Volvo pouvait s'adonner à plus de recherche et développement de nouvelles technologies. Durant la série 100, et de par son succès, comme je disais tantôt, Jan Wilsgaard avait débuté la conception d'un véhicule dédié à 100% à la sécurité routière, la VESC ou Volvo Experimental Safety Car. Un mur pare-feu renforcé, un système de rétraction de la colonne de direction, des zones de froissement ou crumple zone, et des dizaines de fonctionnalités inédites ont vu le jour, et ça c'est du jamais vu pour l'industrie automobile à ce moment-là. Il y avait même un concept de caméra de recul fourni par Mitsubishi Electric qui envoyait un signal à une petite télévision dans la cabine. Volvo voulait se positionner comme étant une des marques qui prenait à cœur la sécurité routière. Ils ont donc utilisé la VESC pour expérimenter justement des nouvelles technologies et c'est avec la série 200 en fait qu'on commence à voir ces nouvelles fonctionnalités-là apparaître sur le marché. Inutile de dire que l'industrie automobile était sur le point de vivre un changement important. C'est donc le 21 août 1974 que se déroule la transition entre la série 100 et la série 200. Jan Wilsgaard, qui a justement créé la VESC, signe aussi le modèle et c'est 7 variations dès le lancement, sans compter les niveaux de finition. En effet, 7 variations du modèle. Parlons nomenclature pour un instant en fait. Si on prend par exemple la 244 GL, le 2 fait simplement allusion à la série 200. Ensuite, il y a le 4 pour le cylindré, donc c'est un 4 cylindres. Ensuite, l'autre 4, lui, fait allusion au nombre de portes en fait. Donc c'est une 4 portes, c'est une 5 portes ou c'est une 2 portes. Puis finalement, on a le niveau de finition. Donc on a la DL pour Deluxe, GL pour Grand Luxe, on a la GLE pour Grand Luxe Exécutif, la GLT pour Grand Luxe Touring, GT, et finalement la Turbo qui en 81 reprend le badge GT et ajoute aussi le niveau de finition finalement d'une GLT. Les modèles de la série 200 varient de 100 à plus de 300 chevaux vapeur, selon la motorisation et bien sûr s'il y a l'aide d'un turbo. La série 200 était tellement novatrice qu'elle a littéralement mis les nouveaux standards de sécurité pour la National Highway Traffic Safety Administration. Plusieurs fonctionnalités de la VESC se retrouvent justement sur la série 200, comme je disais tantôt, entre autres les zones de froissement révolutionnaires, aussi l'ensemble de la motorisation qui se retrouve en dessous de la cabine lors d'une collision. Aussi on y retrouve la protection du réservoir à essence lors d'une collision à l'arrière et on y retrouve évidemment beaucoup plus de fonctionnalités, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'était vraiment la voiture la plus sécuritaire sur le marché à ce moment-là. La voiture a vécu quelques liftings au cours de ses années de production et sa première évolution apparaît en 1977 où on va y ajouter quelques bordures chromées, des phares carrés et quelques améliorations mécaniques. En 1981, ils se sont vite rendus compte que la sécurité c'était pas tout.
Surtout pour le marché américain, en fait, on cherchait à avoir des voitures plus puissantes. Si on regarde les compétiteurs européens, à ce moment-là, il y avait beaucoup de berlines puissantes et Volvo n'offrait pas ça. Ils ont donc décidé de développer un nouveau modèle plus puissant, plus excitant, plus rapide, avec un turbo. Oh yeah! Oh, On y modifie aussi la face arrière et la face avant pour lui donner un look un peu plus moderne pour l'époque, sans oublier la hausse de puissance considérable qui amène la voiture à plus de 140 chevaux vapeur. C'est en 1984 que la dernière génération de 240 voit le jour. Certaines composantes avaient été entre autres rajeunies, mais il faut pas oublier aussi le système d'injection qui venait remplacer le carburateur. Au cours de ces près de 20 années d'existence, le succès de la Volvo 240 s'élève à près de 3 millions d'exemplaires vendus. Et du côté de la course automobile, en fait, malgré son apparence de familiale, elle est un compétiteur de taille en touring, et ce à partir des années 80. Volvo a réussi à contourner certaines règles pour faire partie du groupe. En 1983, il avait envoyé 500 exemplaires d'une Volvo 240 Turbo avec des composantes supplémentaires de performance aux États-Unis, ce qui les qualifiait finalement pour faire partie du groupe A. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils en ont renvoyé une en Suède pour faire les courses, mais aux États-Unis, ils ont remodifié toutes ces voitures-là pour les ramener à leur état d'origine et pour les revendre comme des 240 standards. Les règlements mentionnaient uniquement qu'il fallait que ces voitures-là soient manufacturées et sur le marché américain. À 2348 livres, la 240 Turbo avait un moteur de 2.1 litres turbo-compressé qui générait près de 350 chevaux vapeur. Malgré sa forme de brique et son aérodynamisme douteux, elle allait quand même jusqu'à 260 km/h en ligne droite, ce qui la faisait une compétitrice de taille. Elle a remporté plusieurs courses, en fait, entre autres la ronde Zunder en 1984 de l'ETCC, ainsi que le TCC en 1985. Elle s'est aussi illustrée comme une voiture de choix pour plusieurs équipes autour du monde. Aujourd'hui, les modèles de la série 200 sont devenus des pièces de collection. Le moteur B21, aussi appelé Red Block, est super populaire. Ses performances impressionnantes allant jusqu'à 200 chevaux vapeur et 214 pieds-livres de couple permettent aux fanatiques de faire de leur voiture de vrais véhicules sportifs. Plusieurs forums accompagnent aussi les propriétaires de 240 dans leurs modifications. Certains vont même jusqu'à ajouter un turbo à leur Red Block, faisant grimper encore plus les performances de leur véhicule. Comme quoi une familiale peut devenir un véhicule de conduite sportive comme nul autre. Volvo a toujours su faire preuve d'innovation dans les nouvelles fonctionnalités de leur véhicule, entre autres avec les sièges chauffants, les vitres électriques et des systèmes de son de qualité supérieure sont apparus rapidement dans leur véhicule, illustrant la marque comme un réel symbole d'innovation et de modernité. En 2015, Volvo fait l'acquisition de Polestar et en fait sa division Performance. C'est en 2017 qu'on présente la Polestar 1. Le véhicule est muni d'un moteur hybride et permet à Volvo d'expérimenter avec l'avenir de la mobilité. Et c'est en 2019 que Polestar présente le Polestar 2 qui est 100% électrique. Volvo aspire à rendre 100% de ses modèles compatibles avec une motorisation électrique et à ce que 50% des modèles vendus soient 100% électriques d'ici 2025. Ils continuent donc de démontrer leur valeur fondamentale d'innovation et de modernité. Et c'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Que ce soit un véhicule, une marque ou une personnalité de l'industrie automobile, ça va m'intéresser, ça va vous intéresser, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Aussi, laissez-moi savoir si vous avez apprécié la vidéo en laissant un thumbs up en bas de la vidéo. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez être certain de ne pas manquer une seule de mes vidéos. Alors on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétroviseur. Pauline, qu'est-ce que tu fais? Svenska Kulagar fabriken. Non, Poupou.